Bienvenue une fois de plus à votre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler comment les thèses de Keynes peuvent-elles aider la RDC à sortir de la crise. Nous allons partir avec ce sujet sur le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. Vous êtes sans ignorer que Donald Trump prend des mesures antilibérales. Après un temps de 4 ans, Donald Trump revient au pouvoir pour appliquer une politique économique qui est à l'opposé de celle du mainstream qui domine la pensée économique depuis des décennies. Fred Hayek avait publié un ouvrage intitulé « La route de la servitude » qui résultait de l'intervention de l'État dans la sphère économique. Depuis son investiture, Donald Trump bouscule tous les codes du libéralisme économique en prenant des décisions du type la sortie des USA de l'OMS, la sortie de l'accord de Paris sur le climat, plusieurs décrets sur l'immigration, fin des politiques d'aide pour les transgenres. Il a augmenté, il faut le dire, les droits des douanes à hauteur de 25% pour les exportations de ses partenaires économiques comme le Mexique et le Canada, mettant ainsi à mal les credos libéraux du laisser-faire. Pour le développement de la RDC, il faut aller vers l'intervention de l'État comme le préconise John Maynard Keynes dans sa théorie générale. Nous allons aborder ce sujet avec le professeur Guy Robert Silou. Je peux aller Guy Robert Silou Lundi. Oui, tout à fait. C'est toujours votre nom. Donc, monsieur le professeur, le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, ça vous a surpris? Oui et non. C'est-à-dire qu'individuellement, ce n'est pas le profil que j'apprécie pour des raisons purement personnelles, voire même idéologiques. C'est-à-dire que sa manière de faire, de penser, ne correspond pas à mes aspirations les plus profondes. Et donc, j'étais plutôt sceptique et je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne au pouvoir. Mais le peuple états-unien reste souverain. Il a décidé que c'était lui qui était en même de pouvoir les sortir du marasme économique selon eux, selon son électorat. Et donc, tant mieux pour lui. Aujourd'hui, il rempile après cet intermède de 4 années de Biden. Et donc, aujourd'hui, il revient au pouvoir avec les mesures qu'il a pu prendre. Mais ce qui est intéressant à analyser aujourd'hui, M. Kambala, c'est de se dire que pendant des décennies, on a eu à clamer haut et fort que c'était le laisser-faire qui était la règle. Or, aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, comme il le dit lui-même, dans le monde des affaires, au niveau de la communauté internationale, ce qui prime, ce sont les intérêts des nations. On n'a pas des alliés, on n'a que des partenaires commerciaux qu'on peut défaire et faire à tout moment. À tout moment. Aujourd'hui, vous l'avez dit, avec les décisions qu'il a prises sur les droits de douane, il frappe d'abord au prime abord ses alliés avec lesquels il formait ce qu'on appelle l'ALENA, c'est-à-dire l'accord du libre-échange nord-américain. Et là, ça concerne quoi? Le Mexique et le Canada. Et donc, il va les frapper tout de suite des droits de douane qui sont relativement exorbitants. 25%, ce n'est rien. Et lorsque c'est le président des États-Unis qui fixe ces droits de douane, ce n'est pas le marché qui le fixe. Et pendant longtemps, on a voulu nous faire croire que c'était le marché qui devait systématiquement s'autoréguler pour qu'il y ait une meilleure croissance et une forme d'autorégulation de tous les marchés. Mais on s'aperçoit qu'en économie, les choses ne se passent pas ainsi. Et donc, moi, je suis convaincu, et en tant que keynésien, parce que moi, je suis pour le keynésianisme, c'est-à-dire cette théorie éponyme qui a été mise en place par John Maynard Keynes, qui pensait qu'en période de crise, les marchés
n'étaient pas capables de s'autoréguler. Et dans ce contexte-là, il faudrait bien que les États puissent intervenir. Et nous sommes en crise. Et quand je dis en crise, je pourrais même dire que nous connaissons, vous l'avez dit, nous connaissons une crise multiforme. À plus forte raison, il faudrait bien que les pouvoirs publics, c'est-à-dire que l'État congolais, puisse intervenir de manière massive. Mais à la seule condition que cet État puisse être relativement fort, que cet État puisse être aussi intègre, puisse respecter une certaine éthique sur le plan individuel, sur le plan personnel, parce que cela est très important. Qui est ce monsieur John Maynard Keynes? Qui est-il? Oui, John Maynard Keynes, c'est quelqu'un qui est assez insaisissable. C'est un grand intellectuel britannique qui a travaillé pour le gouvernement et en même temps qui s'est enrichi grâce à sa manière de poncer la finance. Et au prime abord, c'est un libéral. C'est un libéral. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est le fait de se rendre compte qu'il est né en 1883. Et le moyen mnémotechnique pour se souvenir de sa date de naissance, c'est de penser au décès de Karl Marx. Karl Marx décède en 1883 et en 1883 naît un autre grand esprit qu'est John Maynard Keynes. Il va décéder en 1946 après avoir bataillé une fois de plus avec un représentant des États-Unis une fois de plus, qu'on appelle White, pour voir comment est-ce qu'on pouvait refonder, si vous voulez, la communauté internationale. Et là, on retrouve ce grand Keynes-là, qui s'est battu déjà lors de la fin de la Première Guerre mondiale, qui opposait le reste du monde une fois de plus à l'Allemagne. Et le traité de paix qui avait été soumis à l'Allemagne avec des contraintes qui étaient relativement draconiennes, John Maynard Keynes avait flairé le coup, il avait dit non. Les sanctions qui étaient infligées à l'Allemagne étaient tellement importantes au point où l'Allemagne allait être asphyxiée et l'Allemagne allait être humiliée et derrière, il y aurait des répercussions. Ben, effectivement, il a eu raison. Il était le seul à s'opposer à ce traité de paix et l'histoire lui a donné raison parce qu'après, c'est le nazisme qui va arriver au pouvoir en Allemagne et on va connaître la Seconde Guerre mondiale. Mais le nom de Keynes est surtout rattaché à la crise de 29. Le président états-unien de l'époque, c'était Hoover. Que disait Hoover, toujours conformément au mainstream, que la prospérité était au coin de la rue. Il fallait ne pas intervenir, laisser les choses se faire tranquillement et la loi de l'offre et de la demande allait agir au point de rétablir l'équilibre. Mais sauf que John Maynard Keynes avait constaté que les choses ne se passaient pas ainsi et lui, il était persuadé qu'il fallait que l'État puisse intervenir pour qu'on puisse sortir de la crise. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, comment justifie-t-il sa théorie générale sur l'interventionnisme de l'État? Comment justifie-t-il cela? Mais déjà, c'est quelqu'un qui était très éclectique. Hein. Quand je dis très éclectique, il était d'un esprit assez supérieur. Aujourd'hui, on peut constater que le marché a des limites. Ces limites-là, on les connaît rapidement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des limites des pouvoirs publics, l'État ne peut pas faire... les marchés, pardon. Je ne suis pas sur les limites des pouvoirs publics, je suis sur les limites des marchés. Excusez-moi. Lorsqu'on est sur les limites des marchés, il faudrait penser par exemple aux biens collectifs. Les marchés sont incapables d'agir sur les biens collectifs. Les biens collectifs sont des biens qui sont indivisibles, qui sont non rivaux et qui sont non exclusifs. Un lampadaire, par exemple, est un bien collectif. Oui. Si moi j'utilise un bien collectif, je ne peux pas vous empêcher d'utiliser un bien collectif. C'est un bien de la communauté. C'est un bien de la communauté. Et donc, ce sont des biens qui sont financés par les prélèvements obligatoires. Et donc, les marchés ne sont pas capables de gérer cela. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les biens communs. Les biens communs, ce sont des biens qui sont indivisibles, mais qui sont rivaux.
Par exemple, on parlait des ressources halieutiques. Nous avons des fleuves, des lacs et ainsi de suite. Moi, si j'ai un grand chalutier, je peux rafler tous les poissons qui se trouvent là. Et vous, si vous avez votre pirogue avec votre canne à pêche, à la fin de la journée, vous aurez pris 10 poissons. Et moi, j'aurais pris des kilos et des tonnes de poissons. Exactement. Et donc, derrière, avec ces biens communs, on peut avoir des conséquences sur l'environnement, sur les espèces qui peuvent être en voie de disparition. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles John Maynard Keynes avait compris tout de suite que les marchés n'étaient pas toujours capables de résoudre ces problèmes. Donc là, je vous ai donné seulement 2 limites des marchés pour dire que lui, il avait déjà compris. Et en situation de crise, mais il faudrait bien que les pouvoirs publics qui ont la capacité d'agir à la fois sur la monnaie et sur les taux d'intérêt, parce que dans son ouvrage majeur publié en 1936, la théorie générale, ça porte sur quoi? Théorie générale sur la monnaie et sur les intérêts. Et donc, quelque part, lui, il est dans une économie monétisée, ce qui n'était pas le cas, par exemple, des économistes classiques, comme Jean-Baptiste Say, qui affirmait, parce que dans la théorie générale, ce qui primait dans l'approche keynésienne, c'était de combattre déjà la thèse de Jean-Baptiste Say, cette thèse qui affirmait que toute offre crée sa propre demande. Et là, derrière, pour comprendre cette thèse de Jean-Baptiste Say, il faut se rendre à l'évidence que la monnaie est neutre dans cette pensée classique. Et après, dans la pensée néoclassique, on va toujours considérer en dernière instance que la monnaie... Ils n'avaient pas les mêmes idées qu'avec Milton Friedman. Ah non, avec Milton, complètement opposé. Oui. Milton Friedman était néoclassique, un économiste néoclassique. Au contraire, lui, il est pour laisser faire la loi des marchés et que seuls les marchés sont opérants et sont efficaces. Mais pourquoi l'État doit agir pendant la période des crises seulement, selon sa théorie? Mais regardons déjà ce qui s'était passé en 1933, la crise de 29. Après, on arrive 33, 36 et ainsi de suite. Par exemple, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, allez, parlons-en. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les entreprises privées étaient quasiment exsangues. Les entreprises privées étaient détruites. Et en même temps, Monsieur Kambala, si les entreprises privées n'existaient plus, le chômage, le taux de chômage, il était comment? Il était très fort, très élevé. Et donc, l'unique agent économique susceptible de relancer l'activité économique, c'était l'État. L'État d'une nation est éternel, à moins qu'il y ait une bombe atomique qui rase la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo restera éternelle. En revanche, l'entreprise de M. Kambala est appelée à disparaître. Et aujourd'hui, on peut faire confiance en un État à cause justement de ce côté pérenne. Le fait qu'un État puisse être pérenne dans le temps et dans l'espace, on peut lui faire confiance à l'infini. Aujourd'hui, un État comme la France, depuis que je suis rentré dans cette émission, vous et moi, l'État français est en train de s'endetter. Et on continue à lui faire confiance, mais avec un déficit budgétaire qui est très important et avec une dette publique qui est abyssale. Vous voyez bien que, indépendamment de la situation catastrophique du budget français, on continue à lui faire confiance, on continue à lui prêter de l'argent. Et derrière, l'État français peut continuer à créer des emplois, à créer des activités et ainsi de suite, à soutenir la population. Et donc, d'où le fait que John Maynard Keynes puisse se dire que ce n'est pas l'offre qui détermine la demande, c'est plutôt l'inverse, c'est la demande qui va déterminer l'offre. Et c'est là où sa pensée est vraiment révolutionnaire. Je vais m'expliquer rapidement. Dans la théorie de Jean-Baptiste Say, qui va servir de guide à la pensée classique, j'avais dit que c'est l'offre qui crée sa propre demande. Mais sauf que, regardons ce qui se passe en RDC. Nous avons un taux de chômage qui est très élevé. Plus de 80% de la population active se retrouve au chômage.
Donc, nous avons une population active. Et donc, nous sommes dans ce que John Maynard Keynes appelle une situation d'équilibre de sous-emploi. Équilibre de sous-emploi. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, on va utiliser les paradigmes purement keynésiens. Nous avons des entreprises qui ne peuvent pas investir. Pourquoi? Parce que la demande effective est faible. C'est-à-dire que cette demande anticipée des entreprises n'est pas là. Une entreprise ne peut produire que lorsque la demande, elle est forte. Mais cette demande résulte de quoi? Des salariés. Plus vous avez des salariés, plus vous avez cette demande effective aussi qui devient optimiste. Moi, je ne peux créer une entreprise et je ne peux me lancer dans la production que si je suis convaincu que je vais trouver preneur, que les biens que je vais produire vont trouver tout de suite preneur. Sinon, je ne vais pas produire. Voilà pourquoi pour John Maynard Keynes, le paradigme fort, c'est la demande effective, cette demande anticipée des entreprises. Et là, il préconisait une chose. Pendant la crise de 29, qu'est-ce qu'il disait? Il disait une chose qui paraît aujourd'hui un peu farfelue. Il demandait à l'État d'embaucher des salariés, de leur demander de creuser des trous et de les reboucher le soir. Question de les mettre en activité. C'est pur euphémisme, là. C'est-à-dire qu'on va donner des salaires et avec les salaires, ça constitue un revenu. Que fait-on avec un revenu? On consomme une partie et l'autre partie est épargnée. Pour l'épargner, ouais. Tout à fait. Et là, il faut donner du travail aux salariés les moins dotés en diplôme. C'est-à-dire que les salariés les plus basiques, aujourd'hui, on pourrait les appeler les smicards. Pourquoi donner un peu plus d'argent aux smicards? Tout simplement parce que les smicards ont une forte propension à consommer. Aujourd'hui, je gagne 300 $. Si vous me donnez les 300 $, qu'est-ce que je fais avec? Je consomme. Donc, tout de suite, j'injecte mon revenu dans le circuit économique. Et là, vous avez votre triptyque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je n'avais pas évoqué au sujet de John Maynard Keynes. C'est lui qui a inventé la macroéconomie. Et là, on va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le circuit économique. Et dans le circuit économique, vous avez ce triptyque production, répartition, consommation. Et après, ça repart production, répartition, consommation. Production, répartition, consommation. C'est-à-dire que l'économie fonctionne sur ces trois piliers. On produit, on répartit la valeur ajoutée, mais il faudrait que cette répartition se fasse aussi de manière équitable. Parce que comme je l'ai dit, ce sont les salariés les plus faibles qui consomment davantage. Si à moi, je gagne 1 million ou je gagne 20 000 $ par mois, je ne vais pas consommer pour 20 000 $ chaque mois. Je vais consommer faiblement et je vais épargner plus, placer mon argent à gauche et à droite pour des investissements. Dans cette théorie générale, quand il parle de l'État doit intervenir pendant le moment des crises, quelles sont les limites de cette intervention? Il n'y a pas de limites? Mais il y aura toujours des limites. Vous savez, Monsieur Kambala, même si je dois répondre à votre question, mais il aurait fallu peut-être que nous puissions y répondre à la fin. Mais je vais y aller quand même. C'est-à-dire que la complexité en sciences économiques, c'est que dans une théorie, vous aurez systématiquement des avantages et vous aurez systématiquement des inconvénients. Les avantages des théories keynésiennes, j'ai commencé à les avancer. Créer ou susciter une demande effective beaucoup plus forte, qui serait source de production, création d'emplois, plus de consommation, plus de croissance. Mais en même temps, lorsque l'État intervient, on est dans ce qu'on pourrait, pour parler des limites justement de cette intervention, mais on va rentrer dans ce qu'on pourrait considérer comme étant des déficits budgétaires. Chaque fois que l'État intervient, il creuse des déficits budgétaires. Et ces déficits budgétaires
sont source d'inflation et ainsi de suite. Ça, c'est un laïus que nous connaissons et c'est ce qu'on va reprocher à la thèse keynésienne qui a prévalu de manière générale après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à peu près dans les années 80. Et donc, depuis, c'est le néolibéralisme qui a pris le relais. Mais comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous regardez les politiques qui sont menées, mais on ne peut plus seulement parler du néolibéralisme, qui serait une forme de plénitude de l'économie. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il faut revenir sur le keynésianisme, surtout dans les pays comme les nôtres, pour essayer de sortir de cette léthargie dans laquelle nous sommes en train de croupir. Oui, monsieur le professeur, parlons un peu de notre pays, parce que la question posée, c'est pour le développement de la RDC, il faut aller vers l'intervention de l'État. Est-ce que l'État congolais a l'air acteur? Parce que nous sommes dans la crise qui est multiforme. L'État congolais doit-il intervenir? On prend en économie. Premier secteur, on prend l'économie. Mais restons en économie, monsieur Kambala, comme vous me le demandez. L'État congolais devrait intervenir. Je mets ça au conditionnel. Et si je veux être catégorique, je dirais même doit intervenir de suite. Toujours pour préparer les lendemains plus enchantés. Et je m'explique. Tout à l'heure, j'ai parlé de John Maynard Keynes qui demandait à ce que l'État puisse demander à certains salariés de creuser les trous le matin et les reboucher le soir. Nous avons un taux de chômage qui est très élevé. Et on peut créer des emplois. Nous sommes dans un équilibre de sous-emploi. C'est-à-dire que je ne sais pas si les téléspectateurs, les hommes politiques, les hommes économiques qui vont nous suivre réalisent la portée de notre discours. 80% de la population active au chômage, cela veut dire que notre économie tourne au ralenti. Ça tourne au ralenti. Et donc, c'est à l'État de pouvoir susciter ces politiques dites de relance par la demande, pas par l'offre. Ça, c'est une erreur qui est commise beaucoup plus en RDC. J'espère que vous vous souvenez, pendant un certain temps, la TVA était suspendue pour les grandes entreprises. Ce qui est une erreur, c'est-à-dire que là, c'est l'État qui intervient, mais en voulant relancer l'activité économique par l'offre. Aider les entrepreneurs, les entreprises, et au détriment de la population. Mais au détriment de la population qui est censée justement consommer. C'est-à-dire que, selon la théorie keynésienne, le fait de vouloir favoriser les entreprises n'engendre pas systématiquement une relance de l'économie parce que les entreprises ne peuvent produire que si cette demande anticipée est optimiste. Un producteur, un chef d'entreprise qui est pessimiste ne va pas créer des emplois. Et pour être optimiste, il faudrait bien que l'État puisse insuffler cette dynamique positive en créant des emplois, fussent-ils ces emplois un peu dérisoires sur le plan efficacité. L'essentiel, c'est de verser des revenus et avec ces revenus, on est censé consommer et c'est cela qui relance la machine économique. L'idée me vient de vous poser une question. Que dites-vous de tous ces acteurs politiques ou économistes qui disent que l'État n'est pas là pour créer l'emploi? Erreur monumentale. Que fait Trump? Mais je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. La République démocratique du Congo n'est pas plus libérale que les États-Unis. Les États-Unis est un pays qui se fonde sur le mainstream libéral capitaliste et Trump, qui est un homme d'affaires, il a compris que pour sauver les emplois aux États-Unis, oui, il faudrait bien qu'il y ait les droits de douane parce que certains produits qui sont fabriqués ailleurs bénéficient de ce qu'on appelle le dumping. Et ce dumping, il est multiforme. On peut connaître le dumping fiscal. Regardez un pays comme l'Irlande, le taux de pression fiscale est à hauteur de 15%. Vous venez dans des pays comme la France, on est à hauteur de 25-27%. Et donc là, face à l'Irlande, et pourquoi Google, par exemple, en tant qu'entreprise, s'est-elle implantée en Irlande? Parce que là-bas, on paye moins d'impôts. Donc là, il y a un dumping fiscal. Vous avez un dumping fiscal, social également. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans des pays comme la Chine, il y a des enfants qui travaillent dans des entreprises. Bien sûr, des entreprises clandestines et que sais-je encore, pour fabriquer des biens qui seront exportés et qui seront vendus pour rapporter une richesse formidable
à la Chine, alors que là, la Chine bénéficie des dumpings. Et vous comprenez maintenant pourquoi quelqu'un comme Trump est obligé parfois d'agir fortement sur l'économie, c'est-à-dire sans passer par la loi de l'offre et de la demande, sans passer par l'autorégulation des marchés, imposer sa manière de penser l'économie pour sauver l'économie états-unienne. Donc, nous ne sommes pas plus Je me rappelle, pendant la campagne électorale, elle a dit il faut augmenter le droit de douane pour voler les emplois d'ailleurs et les créer aux États-Unis. Pour les créer aux États-Unis. Donc, il y a lieu aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'aller vers cet interventionnisme. Ah, mais il faudrait que cet interventionnisme puisse vraiment être renforcé et voire même exacerbé. C'est-à-dire que arrêtons d'être naïfs. Moi, je pense que nous avons des économistes, des ministres et autres qui sont un peu naïfs. C'est-à-dire que nous cherchons à appliquer les théories économiques au bon gré du vent. Sans pour autant voir la réalité. Sans voir la réalité du moment. Aujourd'hui, Donald Trump, en tant que président des États-Unis, est en train de nous démontrer par A plus B que le commerce international ne vit que par des rapports de force. Et quand on est dans les rapports de force, ce n'est plus le marché. Le marché ne se fonde pas sur des rapports de force. Ce sont d'autres mécanismes qui se mettent en branle pour entraîner le juste prix. D'accord? Et là, on s'aperçoit que les États-Unis risquent de nous entraîner dans une guerre économique. Et lorsqu'on n'est pas seulement dans une guerre économique, on risquerait de basculer dans une guerre monétaire. Et ça, on ne va pas échapper à cette règle. Voilà pourquoi je suis en train de dire, ne soyons pas naïfs. L'État doit intervenir et pour que cet État puisse intervenir, il faudrait que cet État puisse être fort, que cet État puisse être intègre pour que les billes puissent être réunies et que le jeu, J-E-U, puisse être en notre faveur. Sinon, on est toujours les dindons de la farce et on va toujours continuer à proclamer ou à clamer ce credo libéral du laisser-faire et du laisser-passer, alors que sur le terrain, les choses ne se passent pas ainsi. Vous savez, Monsieur Kambala, je ne vous apprends rien. Regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Pour résoudre ce conflit, que fait Trump? Il prend une décision radicale, il rencontre la Russie avec l'Arabie Saoudite, l'Ukraine est mise hors jeu, l'Union européenne est mise hors jeu, et ce qui prime, c'est la puissance. Et la puissance ne peut être que le fait d'un État. Et cet État ne peut être qu'un État fort. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, on doit œuvrer pour que la RDC devienne une nation fiable sur tous les points de vue. Parlons de l'aspect, restons toujours dans cet aspect économique. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, quand on observe le marché d'échange, c'est le dollar américain qui domine le franc congolais. Là, l'État devait aussi intervenir pour arriver à donner, parce que le chef de l'État, par-ci, par-là, il passe. Les Congolais disent quitte ça dollar, arriver à faire baisser les taux du dollar sur le marché d'échange. Mais que doit faire l'État en intervenant sur le marché d'échange? Est-ce que l'État doit intervenir ou bien laisser faire le marché? Là, nous sommes sur un domaine qui est assez complexe. Et je l'avoue, l'État n'aura pas toujours les moyens de pouvoir agir sur le taux de change. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, en théorie, et même, on va dire dans les faits, dans des pays beaucoup plus développés, les banques centrales sont devenues des banques indépendantes du pouvoir public, c'est-à-dire des États. C'est-à-dire que nous, notre banque centrale congolaise est indépendante des pouvoirs publics. Mais la banque centrale a des moyens d'agir sur le taux de change. D'accord? La banque centrale peut le faire. Mais nous savons aussi que dans notre pays, la banque centrale congolaise est un peu sous la coupe du gouvernement congolais, pour ne pas dire de ministre des Finances et de l'Économie. Donc, quelque part, on peut agir sur le taux de change via la banque centrale congolaise. Mais bien entendu, l'appréciation d'une monnaie n'est pas seulement une volonté politique, ça se fonde aussi sur une base économique fiable. C'est-à-dire que comment se porte l'économie congolaise de manière générale.
Or, sur les exportations, on en avait parlé dans une émission, on est davantage sur les exportations des produits à faible valeur ajoutée, pour ne pas dire quasiment pas de valeurs ajoutées, et on se fonde davantage sur les ressources naturelles. Donc, on est obligé au niveau des importations de recueillir des produits qui sont beaucoup plus importés, donc à forte valeur ajoutée, ce qui crée un déséquilibre au niveau de notre balance commerciale, sans penser aux balances des paiements. Ça aussi, il faudrait que nous puissions y réfléchir. Voilà pourquoi je disais, là, on est dans un domaine beaucoup plus complexe. Et donc, le Congolais lambda, lorsqu'il demande au président de la République d'agir sur le taux de change, c'est une hérésie, c'est une erreur fondamentale. Il n'a aucun pouvoir sur le dollar. Le dollar, il est états-unien, il n'est pas congolais. Mais monsieur le professeur Guy Robert Silo, il y a ce que dispose le code minier et que toute société minière qui exploite les minéraux de la RDC devait rapatrier les 60% des produits de la vente. L'État congolais pouvait inciter là-dessus pour arriver à donner de la valeur aux francs congolais. Si cet argent, les devises étaient rapatriées et logées dans le compte de la Banque centrale et que les opérateurs manipulaires, on leur donnait le franc congolais. C'est-à-dire que là, monsieur Kambala, vous avez raison de poser cette problématique du code minier, mais on n'est pas sans oublier, à un certain moment, il faudrait bien que nos velléités puissent correspondre aussi à la réalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous avons affaire aux firmes multinationales. Et certaines firmes multinationales sont en collision directe avec leurs états de départ. C'est-à-dire que parfois, lorsque vous avez une firme multinationale chinoise, derrière, vous avez l'État chinois. Lorsque vous avez certaines firmes multinationales états-uniennes, bien sûr, l'État états-unien ne va pas intervenir directement, mais quand même, c'est la bannière étoilée qui est derrière. Mais on est censé faire fi de la puissance de ces firmes multinationales. Le capital social de certaines firmes multinationales, est supérieur N fois au budget de l'État congolais. Donc, vous pouvez imaginer la puissance de feu de ces firmes multinationales. Vous savez, des firmes multinationales comme Coca-Cola, Google, et je peux en citer plusieurs, ont un capital social supérieur au budget, par exemple, de la France. Donc, vous pouvez imaginer le petit Congo face à ces firmes multinationales. Les rapports de force sont complètement déséquilibrés. Mais cela n'empêche nullement que nous puissions être pessimistes. Et agir. Il faudrait que nous puissions agir. Cessons d'être dans les velléités, comme je le disais, des déclarations d'intention. Il faudrait que nous puissions poser des actes forts. Et pour cela, il faudrait que nous puissions être crédibles. Et cette crédibilité, nous allons l'obtenir dans notre manière d'être, dans notre manière de faire. Si on arrêtait un tout petit peu, pour ne pas dire de manière définitive, mais progressive avec la corruption, peut-être qu'on va commencer à renverser les rapports de force. Parce que derrière ce renversement de rapports de force, on aura aussi des croissances qui vont être assez importantes. Et ça nécessite le respect. Et quand je dis la croissance, cette croissance va engendrer aussi le développement économique et social. On peut partir avec les contrats gagnant-gagnant, avec les firmes multinationales. Et effectivement, on ne peut rentrer dans ces contrats gagnant-gagnant que lorsque les rapports de force sont en équilibre. Or là, nos rapports de force sont complètement déséquilibrés. Et donc, ce sont des firmes multinationales qui ne sont pas censées répondre à nos desiderata, d'autant plus que nous avons plus besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi. Et ça peut paraître un euphémisme, mais si je le dis, je suis dans la provocation, mais je sais que eux, par tous les voies et moyens, ces États les plus puissants finiront par atteindre leurs objectifs. Donc, c'est là où il faudrait que nous puissions jouer sur différents tableaux. Donc, même au niveau des finances publiques, l'État doit intervenir, en suivant la théorie générale de John Maynard Keynes. Mais au niveau des finances, nous avons un ministre des Finances. À quoi sert-il? Justement, à équilibrer les comptes de l'État. C'est son rôle.
Aujourd'hui, Pas seulement la mobilisation des recettes non, pas publiques. seulement la mobilisation des recettes. Monsieur Kambala, je tiens à préciser une chose. Depuis les années 80, on n'est plus que dans l'économie réelle. Quand je dis on n'est plus que, je suis dans une nuance que dans l'économie réelle, c'est-à-dire cette économie de la production. L'économie de la production, comment est-ce qu'on crée des richesses dans un pays? On va se lancer avec l'industrialisation et ainsi de suite. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est l'économie financiarisée. L'économie financière domine complètement l'économie réelle. Et cette économie financiarisée se transmet ou s'explique par ce qu'on appelle la règle des 3D. Là, vous avez le décloisonnement, vous avez en même temps tout ce qui est délibération de l'économie de manière totale et en même temps la non-intervention de l'État. Et ça peut paraître contradictoire par rapport aux thèses keynésiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche à ce que la finance puisse être prépondérante. Et qui dit finance, la théorie générale, intérêt et monnaie, ça nous renvoie à quoi? Au taux d'intérêt. Aujourd'hui, on vous accorde des crédits, mais avec un taux d'intérêt. Et selon qu'on vous accorde des taux d'intérêt que vous êtes dans des positions de faiblesse, les taux d'intérêt ne peuvent être que exorbitants. Et donc derrière, vous payez plus que vous le gagnez en change. Donc ça aussi, il faudrait que nous puissions tenir compte. Oui, même l'intervention de l'État devait arriver même au niveau social. Oui, mais l'intervention de l'État doit arriver au niveau social, M. Kambala. Et ça, c'est très, très important. Lorsque on se penche sur la société congolaise, heureusement, il y a quelques initiatives qui sont prises, mais ce sont des initiatives qui ont des effets relativement modestes. Il faudrait peut-être les amplifier. Je resterai sur la gratuité. Ouais, la gratuité de l'enseignement. Voilà, de l'enseignement primaire. Primaire, ouais. Jusque-là, c'est au niveau Justement, primaire. c'est au niveau primaire. Primaire, ouais. Donc, il faudrait peut-être renforcer les choses pour que cette gratuité puisse être vraiment bien vécue, à la fois par les ménages et aussi par les professionnels de l'enseignement. Ça pose un problème de la qualité aussi. Voilà, parce que ça y va de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Si on bascule sur la santé publique, on a besoin d'avoir des hôpitaux viables, c'est-à-dire des hôpitaux qui seraient capables de soigner les individus parce que la santé est primordiale pour une meilleure productivité. Mais je souhaiterais aussi que l'État puisse intervenir au niveau des organisations syndicales. Avoir des organisations syndicales puissantes, c'est source aussi de développement et de croissance. Et je pense que c'est une erreur qui a été commise pendant longtemps de vouloir décrier les organisations syndicales, de les affaiblir comme ça a été fait en Grande-Bretagne, en Angleterre, via Margaret Thatcher. Lorsque Margaret Thatcher, dans les années 80, est arrivée au pouvoir, une de ses missions, de ses objectifs, c'était vraiment de porter un coup aux organisations syndicales. Là, la répression, elle était terrible. Mais sauf que lorsque vous avez des organisations syndicales qui sont fortes, comme c'est le cas en Allemagne, une organisation syndicale n'est pas toujours en opposition avec le patronat. Une organisation syndicale peut apporter beaucoup de choses, peut être dans une forme de collaboration directe avec le patronat pour la prospérité de l'entreprise. Donc, il ne faut pas toujours regarder les organisations syndicales comme étant les ennemis potentiels du patronat. C'est une erreur monumentale. Prenons l'exemple de l'Allemagne. C'est-à-dire que les organisations syndicales travaillent en parfaite harmonie avec les directions des entreprises pour le bien-être de tous. Ce sont des partenaires qui sont là, des partenaires sociaux, comme on les appelle, qui sont indispensables pour le bien-être d'une part de l'entreprise et au final pour le bien-être de l'économie. Parlons des actions ou de plans d'ajustement structurel de FMI ou Banque mondiale. Ce plan ne limite-t-il pas l'interventionnisme de l'État? Mais justement, lorsque nous parlons des banques mondiales, FMI et ainsi de suite, nous sommes dans une logique libérale.
Et donc, qui dit Banque mondiale, qui dit FMI, le FMI, on voit par exemple ce qu'on appelle le PAS, le plan d'ajustement structurel. Mais là, on est vraiment dans des politiques libérales à outrance. Donc, à un certain moment, soyons révolutionnaires. Évitons de collaborer avec ces, pendant un certain temps, pour renverser la tendance. La manière dont la Banque mondiale va agir en RDC, ce n'est pas la même manière que la Banque mondiale va agir en Tunisie, en Algérie, et ainsi de suite. Tout simplement parce que nous avons des faiblesses qui sont inhérentes à la société congolaise, et ces faiblesses vont expliquer aussi une forme de diktat imposée par ces institutions internationales. C'est-à-dire que c'est, excusez-moi du terme que je vais utiliser, c'est quasiment un manque de considération. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la Banque mondiale, on parle du FMI, on est dans des politiques libérales, pour ne pas dire néolibérales. Et ça, regardez M. Kambala, il y a quelques jours, au sommet économique de Davos, ce sont les Argentiers, c'est un sommet international économique qui se passe à Davos, c'est-à-dire en Suisse. Pour y participer, on doit verser plus de 25 000 € par participant. Plus de 25 000. Donc, ce sont les argentiers du monde qui se retrouvent pour parler de l'avenir du monde. Mais on n'est pas sur le keynésianisme. Là, on est sur le néolibéralisme. Comme le dirait Hayek, la route de la servitude. Mais derrière ce titre de M. Hayek, de ce prix Nobel d'économie, on retrouve quoi? C'est-à-dire que lui, il considère que l'État qui intervient, ça nous entraîne vers une servitude, c'est-à-dire une sorte... on devient des esclaves, quelque part, à cause des déficits budgétaires, à cause de la dette publique qui risque de s'amplifier, et ainsi de suite. Et moi, je pense qu'en attendant peut-être d'arriver à cette manière de penser les sciences économiques, il faudrait bien que les pouvoirs publics en RDC puissent intervenir. Donc, pour vous, si je vous comprends très bien, c'est légitime de la part de l'État d'intervenir dans la vie publique. Alors, cette légitimité, elle est omniprésente, M. Kambala. Le code de la route, c'est bien l'État congolais qui est censé le délivrer et qui est censé l'imposer. Le faire respecter aussi. Le faire respecter aussi. D'accord? Sur le plan économique, on peut toujours contrebalancer nos propos, mais je vais y revenir. Sur le plan politique, la stabilité politique va permettre au Congo de gagner en efficacité. C'est l'intervention de l'État. Si nous avons une armée solide, efficace, ce que nous connaissons à l'Est va s'estomper. On va être les seuls propriétaires de nos carrés miniers et à partir de là, les exploiter à bon escient en signant des contrats avec les États qui sont susceptibles de nous aider à nous développer et non subir la loi de marché. J'espère que vous voyez bien les nuances que je suis en train de faire. Être dans la négociation partenaire-partenaire. Sauf que lorsque nous laissons les firmes multinationales venir chez nous, certains États aux ambitions bellicistes, belliqueuses et en même temps expansionnistes, je pense qu'on ne peut être que perdant, monsieur Kambala. D'où le fait de demander à nos hommes politiques, à nos hommes d'affaires, de changer la donne, de changer la vapeur pour que nous puissions devenir un pays crédible sur le plan de l'éthique. Même si, sans me contredire, je dirais que le capitalisme est amoral. Mais c'est à nous aussi d'essayer d'édulcorer ce capitalisme pour que nous puissions le déteindre d'une manière ou d'une autre. Donc, en vous suivant, monsieur le professeur, l'interventionnisme de l'État est capital à l'ère actuelle en RDC et conclué par rapport à cette émission. Ah ben oui. Regardez, je vais vous donner encore un autre exemple. Dans la crise entre la Russie et l'Ukraine, l'Union européenne est écartée. Que fait M. Macron? M. Macron, tout dernièrement, où était-il? Il était aux États-Unis, à New York. Il a rencontré le président Trump pour essayer de s'insérer dans ce jeu JEU, le jeu dans lequel l'Union européenne était complètement écartée. C'est-à-dire que, selon M. Macron, il ne peut pas entrevoir, envisager un règlement de ce conflit
russo-ukrainien sans l'Union européenne. C'est quand même un problème qui est en Europe. En Europe. Oui, oui. Or, ce sont les États-Unis qui veulent régler ce problème, mais de quelle manière? Et donc, nous avons aussi intérêt aujourd'hui à prendre notre histoire et à prendre aussi notre avenir à bras le corps. C'est à nous de fixer les règles. Mais on ne peut fixer les règles que lorsqu'on est en position de force dans la négociation. Tant qu'on ne sera pas relativement fort dans la négociation, on ne pourra pas le faire. Et donc, cette théorie éponyme, qui est la théorie keynésienne, nécessite l'intervention de l'État lorsque l'État est en crise, parce que c'est l'unique agent économique à qui on peut faire confiance. Mais cette confiance-là, elle se gagne. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que le Congo doit changer de fond en comble. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Le prof Guy Robert Silou appelle à l'interventionnisme de l'État pendant cette période de crise pour sauver ce pays, pour développer le pays. Merci beaucoup, monsieur le professeur, une fois de plus. Merci aussi à vous pour avoir suivi cette émission. La porte est grandement ouverte. Si vous voulez participer à cette émission, intervenir, contactez-nous et vous serez reçus. Merci beaucoup. À la prochaine.